Salut Salomé. On essaye de se dire bonjour de manière un peu différente. Faut que ça change. Bonjour Salomé. Bonjour Iris, comment vas-tu? Bien. Et Très toi? bien. Ouais, très bien, merci. Un peu en gueule de bois, mais ça va. Ok, moi ça va, c'est super. C'est pas... J'ai vu Better Man hier, c'est super, je vous le conseille. C'est un film très intéressant. Parce qu'on peut parler d'autre chose que Sex and the City. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. voilà, je vous le dis juste. Et d'ailleurs, on parle de Sex and the City, mais on précise, comme en début de chaque épisode, que vous n'avez pas besoin d'avoir vu Sex and the City. Exactement. Parce que c'est le principe de la pop culture. On parle de sujets, de la vie, de tous les jours, et juste on illustre avec Sex and the City parce que c'est notre série préférée. Exactement. Et qu'ils ont parlé de tout. Exactement, c'est bien vrai. Donc, à l'épisode d'avant, on avait beaucoup parlé des steps dans les relations. On avait beaucoup parlé de ça. Et en fait, on était arrivé presque aux 3/4 ou alors à la grande moitié de la saison 2 où Carrie réessaye d'avoir une histoire avec Big. Finalement, grand drame, Big doit partir à Paris pour le travail, la loose. Et en plus, Carrie comprend qu'ils vont pas faire une long distance relationship parce que elle parle d'aller s'installer à Paris pour lui et il dit si c'est pour moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Encore un problème avec le commitment, mais en tout cas, il veut pas que ce soit sa responsabilité. Et tu sais quoi, je comprends, il faut pas faire les choses. Il lui propose pour pas, l'autre. surtout. Il lui propose pas, mais surtout, t'as pas envie d'avoir ça sur les bras. Enfin bref, du coup, ils se séparent et on retrouve Carrie encore en rupture et cette fois-ci un peu obsédée. Ouais, un peu obsessionnelle. Donc on a Carrie avec une scène assez drôle où elle passe de copine en copine et c'est à chaque fois la même continuité de phrases où elle dit non mais de toute façon c'est sa perte à lui, il me kiffe de ouf, etc. Et elle parle de Big, elle parle de Big, elle parle de Big, etc. à tout le monde. Et à un moment, elle se retrouve au café ou dans un parc face à Miranda, Charlotte, Samantha qui lui disent Carrie, il faut qu'on te dise quelque chose. Tu parles trop de ton ex. Ouais. Et moi, je voulais te poser une question, Salomé. Dis-moi la vérité. Est-ce que je parle trop de mon ex? Meuf. Oui. Il y a un truc qui m'a inquiétée, tu veux que je te dise? Ouais. Récemment, là, sur TikTok, j'ai commencé à faire des TikTok. Et ça a commencé parce que je faisais sur une chanson qui s'appelle Je baille d'une artiste qui s'appelle Sarah Denis. Et ça parle de rupture. Et ça a un peu commencé à percer. Et moi, de manière générale, j'adore parler d'amour, j'adore parler d'ex, etc. Donc j'ai continué à faire des TikTok là-dessus. Mais qui sont en vrai des blagues. Mais c'est vrai que tu fais des blagues, mais en fait, tu penses quand même, tu parles vraiment de ton ex, tu vois. Et en fait, il y a quelqu'un qui a commenté mon TikTok. C'est pas vrai. Et qui a dit j'ai l'impression que ton ex t'a beaucoup marqué. Et là, je me suis dit oh, mais c'est horrible. Genre, je suis tellement obsessionnelle. Et en fait, en plus, c'est très drôle. Il y a une pote qui a commenté juste un peu. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs étapes. T'as le moment où tu parles tout le temps de ton ex parce que c'est la rupture. Ouais. Qui est nécessaire. Qui est nécessaire de ouf. Et t'as le moment où, en fait, tu sais, ça fait tellement longtemps que vous êtes plus ensemble. T'as tellement, genre, d'autres ex qui se sont rajoutés et tout, que t'es un peu dans un truc où, genre, t'en parles un peu de manière générale comme un sujet de conversation et tu te rends même plus compte, en fait, que c'est en mode de ça dont tu parles. Je sais pas comment expliquer. Je suis d'accord avec toi, mais pour le coup, en ce qui te concerne, je trouve que c'est plus la figure d'ex qui te rend obsessionnel. C'est que tu t'es séparé il y a à peu près 1 an. Tu me parlais beaucoup Pile de ton poil. ex. Non, je déconne. Pile poil, jour pour jour. Bam, bon anniversaire d'ailleurs. C'est super. Non, tu parlais beaucoup de ton ex. Et là, quand tu me parlais d'elle, je la voyais elle. Et là, maintenant, quand on parle de ça, je parle de la figure de l'ex. Oui, c'est vrai. Je ne la vois oui, plus, c'est elle. vrai. Oui, oui. Je ne la vois Surtout plus. que j'ai eu d'autres ex entre-temps. Enfin, quand je parle, c'est un peu un melting pot. C'est ça, c'est que maintenant, moi, quand tu me dis ex, je pense pas forcément à cette personne-là. Ouais, je pense c'est vrai. aux autres que t'as eu depuis. Quand même, t'en as eu plein. Et pourtant, je sais que c'est cette personne-là, mais en fait, il pourrait y en avoir plein. Il pourrait y avoir plein de trucs. Donc non, je trouve pas que tu parles trop de ton ex. Et qu'en fait, tu parles des ex en général. C'est un truc qui t'intéresse. T'aimes bien créer à partir de ça parce que tu trouves ça drôle. Ça te fait trop marrer. C'est vrai. Ça te fait trop marrer. Et je pense que surtout... Il y a un truc très cynique. Ce qui te fait trop marrer, c'est que ton ex te trouve folle. C'est vrai. Mais c'est vrai. Moi, je pense que le fait que mon ex me trouve folle, je pense que ça me rend folle. Mais bah... Et j'adore. Enfin,
Il y a un côté où j'aime bien embrasser ce rôle aussi. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. En fait, déjà, quand quelqu'un te met dans une position, toi, en fait, enfin, là, c'est universel, hein. On se met toujours dans la position, en fait, sans s'en rendre compte, mais du coup, on est un peu acculé dans ce truc et on le devient. C'est comme ça, d'ailleurs. Même quand tu sors avec quelqu'un et que tu dis tu vas me tromper, la personne finit par te tromper. En fait, les gens se mettent dans la position dans laquelle tu les mets. C'est comme ça. Mais là, je t'ai déjà remarqué, toi, ça nous fait rire et tu vois que ça fait rire tes potes parce que moi je suis la première à exploser de rire quand tu racontes des scènes où les gens te prennent pour une folle dont ton ex, genre je vois un côté démoniaque et tu vois que ça me fait tellement rire. Donc c'est un personnage que tu t'es créé et en fait tu sais quoi, tu t'es créé ce personnage pour guérir et aller mieux. Et ça a marché. C'est vrai. Ça a super bien marché. Oui, c'est vrai. Non, mais carrément parce de que ouf. C'est pas du tout le côté où t'as grandi de ça, c'est le côté en mode genre, bah ouais, je suis la folle du quartier, moi. Et en fait, ça t'a vraiment aidé à guérir de malade, genre. Mais grave. Et en plus, tous mes coups de folie m'ont fait mes meilleures rencontres de cette année et les meilleurs trucs de ouf qui me sont arrivés cette année sont aussi graves. Ça me fait trop rire quand tu me racontes ça parce que moi du coup je m'imagine une scène où genre tu cries en bas de chez ton ex et du coup tu rencontres le clochard et tu deviens méga pote avec lui à 4h du matin. Genre c'est vraiment ce qui s'est passé, genre presque. Non, du coup j'imagine les meilleures rencontres de cette année, genre. Il y a un truc qui est ouf. Là ça m'a fait penser quand on en parle, c'est que vous mes copines, en tout cas, vous m'avez jamais fait cette intervention. La seule intervention que j'ai eue, je pense que c'était quand j'avais encore très mal. Et j'ai une amie qui m'a dit, écoute, moi, il y a un truc qui m'a aidée. C'est mon ex. J'ai décidé à un moment d'arrêter de prononcer son nom. Et elle s'est mise à l'appeler Voldemort. Et donc, on disait, ça te dit quoi, Voldemort, etc. Et en plus, moi, il y a un moment aussi, j'ai passé une étape où je disais, franchement, me dites pas si vous la voyez, si vous la croisez, etc. Je pense qu'en effet, il y a un moment où il faut arrêter d'en parler et après tu peux te les réapproprier à un moment, mais faut pas arrêter d'en parler, mais où tes copines, c'est bien qu'elles te guident, mais par contre il y a un truc où genre là mes amis, vous ne m'avez jamais jugé, tu sais, dans cette folie, dans ce truc, et donc j'ai grave pu en parler et ça m'a aussi ça te permet aussi d'accepter que chérie, c'est ok de ouf. Tu devrais nous voir quand t'es pas là, hein. Non, je rigole. Ça m'étonne pas, c'est pas grave. Non, je rigole. Non, je trouve que ce dont tu parles, c'est que t'as hésité, t'as voulu arrêter d'en parler. En fait, même si on a pu avoir des ruptures très dures, en fait, ce qui est rassurant, c'est qu'en fait, tu suis les étapes. Donc, tu vas beaucoup parler de ton ex, beaucoup. Et là, même quand Carrie le fait et arrête pas de parler de ça, c'est que en vrai, elle ne veut pas passer à autre chose. Ça continue à le faire vivre dans son quotidien. Et là, quand t'as dit, ok, je ne veux plus prononcer son prénom, je veux plus savoir quand vous la croisez, je veux plus savoir tout ça. C'est un énorme step dans la rupture, c'est accepter que tu veux passer à autre chose. Parce que il y a une grande partie de la rupture amoureuse où tu veux pas passer à autre chose. Bien sûr. Et c'est le moment le plus dur. Puis il y a un moment où t'es genre, ok, là j'en suis sûre. J'en suis vraiment sûre. Ouais. Je ne veux plus retourner avec cette personne et je vais passer à autre chose. Et là, ça commence à se passer beaucoup mieux. Mais la grande partie, c'est quand t'espères encore. C'est quand tu te dis, mais non, mais elle va se rendre compte qu'en fait, Oui, c'est vrai, c'est horrible. C'est vrai. Ouais, t'as raison. Et donc, parfois, t'as besoin de l'intervention de tes amis pour te dire, ok, il est temps de passer la vitesse supérieure. Ouais. Et je pense que ce qu'elles veulent dire aussi, donc quand elles font cette intervention à Carrie, elles lui disent, il faut que t'ailles voir un psy. Et je pense que elles disent pas ça. Elles sentent que chez Carrie, il y a un truc qu'elles ne peuvent pas régler en revanche. Elles peuvent être à l'écoute, etc. Il y a aucun problème. Mais il y a un truc où Carrie, en fait, elle répète les mêmes schémas, comme beaucoup de personnes. Elle a des patterns, un mec type, une personne type. Et donc, Carrie va se mettre à voir une psy. Et d'ailleurs, sa psy lui dit, est-ce que c'est la première fois que vous êtes avec un homme émotionnellement disponible ? Indisponible. Oui, indisponible. Bah voilà, c'est mon problème. Non, et bah voilà, plein dans le vide. Et voilà, c'est mon problème. Bah voilà, super. Genre, et Carrie dit oui, enfin comme tout le monde. Et là, la psy lui dit mais quel est le point commun entre ces hommes ? Et bah c'est vous. Et c'est vrai que on a tendance à reproduire ou aller vers les mêmes personnes quand on n'a pas soigné. Genre c'est trop mal. Je sais pas ce que t'en penses. Bah c'est vrai que t'as besoin t'as souvent,
tu sors avec le même genre de personnes. Moi, j'ai plein de copines comme ça qui sortent avec des mecs qui peuvent pas lui donner ce qu'elles veulent. Plein de potes qui sortent avec des meufs, plein de potes qui sont trop gentils. Et là, c'est le cas de Skipper qui sort avec des meufs. Lui, il est trop gentil et il sort avec des meufs qui sont genre indisponibles à ça et d'ailleurs même qui sont indisposées par autant de gentillesse. Ouais, c'est vrai. Donc on a toujours ces patterns et je pense que oui, c'est intéressant de voir un psy ou de travailler dessus quand les ex n'ont pas servi à ça parce que pour moi, c'est à ça que ça sert un ex. Moi, à chaque fois que je suis sortie avec un mec, quand le chagrin d'amour a guéri, je cherchais dans mes futurs mecs ce que mon ex n'avait pas. En mode, ok, alors mon ex, il était horrible sur ça, donc je vais sortir avec un mec, ok, sûr de lui. Ok, je vais sortir avec un mec. Par exemple, mon premier amour, il était trop méchant. Après, depuis, je ne sors qu'avec des gentils. Après, Ça, c'est bien. Non, mais... Ça, tu reproduis pas, toi, du coup. Bah non, parce que en fait, je pense que je suis tellement traumatisée par le chagrin d'amour. Moi, perso, le chagrin d'amour, c'est, je trouve, la pire douleur du monde. Vraiment, ça fait mal au ventre tout le temps. Enfin, c'est horrible et tout. T'es en train de pleurer tout le temps et tout. Du coup, à chaque fois, j'étais en mode genre, je sais que ça va réarriver un jour, mais il faut que je me prépare, il faut que je me prépare. Et en tout cas, que je pleure pas pour les mêmes trucs. Je pense que l'idée de pleurer pour la même raison m'angoisse terriblement. Je pleure c'est intéressant. Peut-être parce que je pleure tout le temps. En fait, je me dis, quitte à pleurer tout le temps, autant que ce soit pas pour la même chose. Et... Parce que au moins. Mais ça veut dire que toi, t'es très lucide et honnête, je trouve, avec toi-même et ce que tu sais que tu aimes. Alors que Carrie, je pense qu'elle est toujours dans un truc où elle sait pas vraiment. Tu vois, avec sa psy, elle est à moitié honnête. Elle arrive en disant, ouais, enfin, ça arrive à tout le monde. Alors qu'en fait, quelques épisodes plus tôt, elle est au resto et elle dit à ses copines, pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Genre, je suis obsédée par la douleur. Pourquoi je recommence? Et elle sait très bien qu'elle s'enferme dans des trucs, mais elle manque d'honnêteté. Et d'ailleurs, elle a toujours manqué d'honnêteté dans sa relation avec Big. Elle manque d'honnêteté avec sa psy. Et c'est clairement le problème qu'elle a à régler. Et d'ailleurs, moi, ça m'a fait penser à un truc. C'est un aveu. À un moment, chez mon psy, j'ai compris que je manquais même d'honnêteté avec lui. Et dis-moi la vérité, est-ce que t'as déjà menti à ton psy? Mais bien sûr. En fait, C'est moi, ça m'est déjà arrivé d'être chez le psy. J'avais envie qu'ils me disent, en fait, genre, oh, putain, elle est trop intelligente. Et du coup, je dis des trucs, mais petites analyses de merde en plus qui servent à rien et tout. Et genre, enfin, j'enjolive le truc et tout. Et au bout d'un moment, j'étais en mode, genre, bon, vas-y, je paye ces séances, ça me coûte, je peux pas m'acheter des t-shirts parce que je vais payer cette séance. Donc, autant dire la vérité, c'est comme ça que je passais à autre chose. Et aussi, je trouve que là où tu mens le moins, c'est très bizarre. Là, c'est vraiment un truc de. Parce que j'ai vu des psys et tout, c'est quand tu vas bien. En fait, je trouve que le moment le plus important pour aller voir un psy, c'est quand il se passe pas vraiment quelque chose dans ta vie. Vrai. Parce que là, du coup, tu vas vraiment travailler sur le fond, sur toi-même vraiment, et qu'il faut pas attendre d'avoir un drame pour aller voir un psy, et que même si t'as commencé à voir un psy quand il y a eu un drame, c'est pas parce que tu vas mieux qu'il faut arrêter. Ouais, Il faut vraiment continuer à aller voir parce que c'est une analyse. Mais bien sûr. Tu analyses ton truc et en fait, tu changes tes tendances de vie, tes patterns. C'est là que ça devient super intéressant. Enfin, je dis ça, je vois plus psy, hein, mais peut-être qu'il serait temps d'y retourner, je vais super bien. Mais bah oui, et d'ailleurs, c'est marrant parce que Carrie, donc elle commence à voir cette psy et elle dit non, mais moi je crois que c'est un peu du bullshit tout ça. Et en fait, c'est parce qu'elle est dans les premières étapes et qu'elle est pas encore hyper sincère, mais par contre, tu la vois qui commence à s'ouvrir avec un mec. Bon, c'est pas encore le bon mec, donc elle a pas tout réglé, mais elle lui dit genre I really like you au premier date. J'avoue, en vrai, c'est un peu intense, mais il y a un peu un truc où ouais, je pense qu'il y a un chemin où je pense qu'en tout cas une rupture ou même vivre un moment compliqué, perdre son travail, peu importe ce que tu peux traverser. Évidemment, tes amis et tes proches peuvent être là, mais être accompagné par quelqu'un d'extérieur, c'est incroyable. Et aussi, il y a un truc où je trouve que moi, mon psy, personnellement, déjà, je l'adore. Non, Tu commences à parler de ça. Non, mais il y a un truc où, en fait, déjà, c'est quand on reste longtemps avec le psy qu'on commence vraiment à régler des trucs, je trouve. Et aussi, il y a un moment où, pour en revenir à ce qu'on disait avant, moi, mes potes, il y a un moment où j'avais plus envie de leur parler de ma rupture et tout. Parce qu'en fait, même moi, j'étais en mode, mais je n'en peux plus de parler de ça. Mais j'avais quand même besoin d'en parler. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais d'ailleurs, chez mon psy, j'ai pas dû en parler tant que ça, parce qu'au final, tu crois toujours que tu vas arriver et que tu vas parler de quelque chose, et en fait, tu parles pas de ça. Mais je trouve ça incroyable d'avoir un rendez-vous hebdomadaire où tu sais que tu vas pouvoir te livrer. Ouais.
que tu vas pouvoir te livrer et que tu payes la personne pour qu'elle ne te trouve pas chiante. Ouais, Et que grave. tu puisses parler, c'est hyper intéressant, c'est hyper important. Mais juste en parlant de rupture amoureuse et de pattern, on parlait de Miranda qui va toujours vers des mecs assez indisponibles. Et dans cette saison, elle tombe sur Steve, qui est quelqu'un de très important dans la vie de Miranda. Et c'est pour la première fois un mec qui peut lui donner ce qu'elle veut, parce qu'il est parfait pour elle, elle se marre, elle vit. J'ai l'impression de voir Miranda pour la première fois de la série respirer. Vraiment, genre, respirer. Et ils se séparent. D'ailleurs, il y a une scène incroyable où elles sont en train de déjeuner et Carrie dit non mais les gars, justement j'ai dit je t'aime à Big, on en parle dans l'épisode d'avant, il ne m'a pas répondu, et Miranda qui est tout le temps en mode, normalement Miranda aurait dit bah oui, bah c'est comme tous les mecs, il te le dira jamais, genre laisse tomber. Et là elle est en mode peut-être qu'il prépare la meilleure manière de te le dire, et elle devient un peu genre elle-même optimiste. Oui, optimiste ou naïve et crédule parce qu'on parle de Big. Mais il y a c'est une scène très marrante. Steve fait croire en amour à Miranda en fait. Ouais, c'est hyper touchant. Et malheureusement, ça va pas durer très longtemps parce qu'ils vont se séparer. Pourquoi ? Parce que du coup, petit point pour vous raconter la vie de Miranda, elle est avocate dans une firme d'avocats. Un cabinet, ça se passe super bien, et Steve bosse dans un bar, c'est ça qu'il aime faire, mais juste ils ont une différence de moyens qui est très grande, et c'est d'ailleurs trop chou parce que Miranda dit en gros il l'amène que dans des restaurants où il sait qu'il va pouvoir l'inviter, parce qu'il veut pas qu'elle l'invite, et donc il veut que dans des pizzerias de slice, là, des trucs de slice de pizza. Et en fait, Miranda invite Steve à aller à la soirée annuelle de son cabinet, et pour ça il doit avoir un costume, il en a pas. Et du coup, elle dit bah ok, viens, on va chez le tailleur et tout. On achète un costume, et le costume coûte plusieurs milliers de dollars. Et Miranda veut lui payer. Et finalement, le jour où il est censé l'amener au truc d'avocat, Steve sonne à sa porte et lui dit je suis désolée, ça va pas le faire. J'ai rendu le costume, et en fait notre différence de moyens est trop grande, ça me met trop mal à l'aise. C'est trop dur. Là, j'ai 2 questions à te poser. Est-ce que tu penses que c'est un problème quand la femme a plus d'argent? Je sais évidemment que tu penses pas que c'est un problème, mais à quel point ça les met mal à l'aise quand on a plus de pouvoir et de fric qu'eux? Et sinon, là, de manière sans parler de sexe, enfin de genre, à quel point c'est un problème quand l'un a beaucoup plus de moyens que toi? Que ce soit un homme ou une femme ou quelque chose d'autre. Pour la première question, déjà, Miranda, elle dit un truc très intéressant quand Stevie vient, elle en parle avec ses copines aussi, elle dit donc en fait, là je dois m'excuser d'avoir mieux réussi que toi. Ça te coûte tellement de te mettre en infériorité vis-à-vis de moi que tu refuses de me faire un cadeau, tu refuses d'être rincé, tu vois, parce que lui, il est en mode non mais en fait c'est pas qu'un cadeau, c'est toute notre vie, ça va être comme ça toute notre vie, je vais être inférieure à toi en termes de moyens. Et elle dit et moi en fait j'ai tout fait pour réussir, pour pouvoir faire des cadeaux à quelqu'un. Maintenant, pour être indépendante, et maintenant, on me le reproche. Et en fait, je trouve ça dégueulasse. Et je trouve que cet argument-là, elle a hyper raison. Et juste après, elle parle du costume en velours de Steve en disant ah, mais en fait, je l'aurais dû le laisser porter son petit truc pourri. Mais non, moi, je trouve que il y a un truc chouette aussi dans le fait que elle ait ces attentes-là et qu'elle puisse s'offrir ces luxes-là, etc. Donc, en tout cas, quand c'est la femme qui a plus de moyens que l'homme, je trouve ça désagréable que l'homme soit en rejet de la femme vis-à-vis de ça. Et si c'est non-genré, je dirais que ça peut vite être compliqué si la chose que tu donnes en échange, du coup, celui qui a moins de moyens, si il donne plus en humain, tu sais, en énergie pour compenser. En fait, s'il y a un phénomène de compensation qui est trop fort, ou l'autre, en fait, ça lui coûte même en énergie, alors que l'autre, ça ne lui coûte que en fait en argent, ouais, c'est problématique, tu vois. Si c'est hyper bien dit et discuté, et que aussi il n'y a pas de dépendance. Ouais. C'est okay. Ça. C'est ça, en fait, je pense que ça doit être vraiment mis à plat dès le début. Enfin, ouais, très rapidement, pas au premier date, mais je veux dire, très rapidement, ça doit être mis à plat en mode pour qu'il n'y ait pas de non-dit, pour qu'il n'y ait pas de trucs comme ça, et qu'en fait, toi, t'as raison, le fait de compenser, en fait, ou que tu dépendes de l'autre, c'est hyper angoissant, ça fait de toi son prisonnier, en fait, ça fait de toi, t'as besoin de donner plus, enfin, c'est très chiant. Mais après, je trouve qu'il y a quand même ce truc qui, alors qu'on vit dans des
sociétés quand même qui sont assez open en fait. Là, nous, on a de la chance, on vit quand même dans un milieu qui est assez open. J'ai l'impression qu'il y a plein de mecs dans notre entourage qui vraiment seraient mal à l'aise par cette situation. Le fait que, par exemple, que nous, on veuille les inviter au restaurant au premier date, des trucs comme ça, je trouverais ça trop chiant d'être avec un mec qui n'aimerait pas que je l'invite au resto. Enfin, c'est chiant, en fait, je trouve. Et nous, ça nous met dans cette position où, en fait, on va s'excuser, en effet, comme Miranda, de réussir. Je prends de la place, mais pas trop, t'inquiète pas. Ouais, c'est vrai, carrément. J'ai plein de fric, mais t'inquiète pas, je serai pas castratrice. Enfin, tu vois. Ouais. Enfin, c'est ces problèmes-là, quoi. Non mais oui, c'est vrai, il y a un truc de... en fait, oui, c'est de toute manière, je pense, insupportable qu'il y en ait un qui a un rôle et l'autre qui l'ait pas. Et qu'il y a aussi un grand danger de... En fait, moi, il y a un truc que je dirais, c'est que c'est bien de pouvoir compter sur la personne où tu te dis que... en fait, tu sais que t'es avec une personne généreuse et que tu sais que si l'autre, à un autre moment, elle aura de l'argent, elle va pouvoir peut-être elle aussi participer, etc. Donc, j'aime bien qu'il y ait genre cet équilibre-là, tu vois, ou un peu un truc de... Ouais. Il faut pas que ce soit jamais un argument tenu contre l'autre. Ouais. Que pendant une dispute, il y ait un dû. Grave, l'enfer. Ça, ce serait horrible. Bon, bref, c'est horrible parce que du coup, ils se séparent et quelques épisodes plus tard, ça me fait penser à une autre question. Miranda croise Steve dans la rue et... Bon, classique, Miranda part en courant alors qu'il la voit. Hein. Genre, il est en mode genre Miranda Miranda T'as la voix de Steve, genre. Steve est assez sexy dans cette saison, alors qu'après, bon, on n'en parlera pas. Mais il va vraiment se décrépir. Ah, moi, je trouve au top dans cette saison-là. Ouais. Mais bon, bref, elle part. Ça arrive à un autre moment de la série qui est très, très dur. C'est pendant l'été. Carrie est aux Hamptons et va croiser Big, revenu de Paris, avec Natacha. C'est horrible. Voilà, il est là, leur truc avec Natacha. Bon, elle pleure sur la plage, elle est trop mal et tout. Elle les croise par hasard et en fait, elle avait pas de nouvelles de Big. Et en fait, il revenait vivre à New York parce que le deal de Paris, c'était fini. Mais Natacha, il l'a rencontrée à Paris et il était avec elle. Donc, bref, elle essaye de prendre rendez-vous avec lui pour déjeuner et se dire, bon, en fait, ouais, je suis trop mal, mais faut pas que ça devienne un inconnu. En fait, je veux surtout pas qu'il sorte de ma vie. Et donc, bon... Finalement, je vous le dis, hein, le rendez-vous va très mal se passer parce qu'elle va apprendre que Big est fiancé avec Natacha. En 6 mois, il se passe qu'il n'a jamais pu lui donner en 2 ans. Mais moi, la question que je voulais te poser, c'est cette initiative qu'elle prend, cette initiative qu'après Steve va prendre en allant voir Miranda, c'est est-ce que tu penses qu'on peut être amis avec ses ex ? Oui. Ouais. Moi, je suis amie avec tous mes ex. Non, non mais c'est super. À quelques exceptions près. Mais moi, je trouve ça très sain. Ouais, moi aussi. D'être amie. En fait, pour moi, c'est une question de savoir pardonner et situer les choses dans un temps ou pas. Et c'est pas forcément l'instant après que ça va se faire. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très chouette dans le fait de rester en bon lien, dénué de sentiments avec son ex. Ouais, je suis d'accord. Je trouverais ça... Enfin, moi, bon, je dis ça, je suis pas trop amie avec mes ex, ils veulent pas trop être amis avec moi. Bah, c'est ça, souvent. Mais limite, je trouve que c'est rajouter une ambiguïté que de ne pas être amie avec eux. Ah, genre, de ouf. En mode... Ah non, on peut pas être proche parce que sinon on va se sauter dessus. Genre vraiment, alors que pas du tout, tu vois. Et même en général, quand t'as des ex qui veulent plus voir, quand il y a un ex qui est très en colère, ça cache une sorte encore d'obsession et de truc. Enfin, il y a un truc. Par exemple, très je détesterais que ma partenaire ait un problème comme ça en mode genre ah non, on peut pas aller à cette soirée, je suis désolée, il y a mon ex. Genre, je serais vraiment très mal à l'aise. De ouf. Parce que je serais en mode genre, ah ouais, il y a un problème en fait, il y a un truc qui est pas réglé. Ouais, c'est vrai. Ça me mettrait trop mal à l'aise. Grave. Donc bref. Non, ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un truc, enfin, je sais, qui est très lié à la communauté LGBT, QIA+. Non, Et en fait, déjà... Bon, en tout cas, ce n'est pas mon vécu, donc ce n'est pas une théorie validée. Mais par contre, c'est une théorie validée de mon entourage. Et c'est aussi une théorie validée de mon émission de télé-réalité préférée, qui est une émission Brit qui s'appelle I Kissed a Girl, qui est
incroyable. Ok, je connais pas. C'est genre, en fait, meuf, en plus, c'est un peu genre Love is Blind, c'est genre en mode 10 lesbiennes qui se retrouvent dans une villa et en fait, elles ont présenté leurs critères et elles se retrouvent au bord d'une piscine et genre, elles se pécho, donc genre, I kissed a girl, et après, elles sont mises en couple et en fait, elles font que genre se séparer, se mettre ensemble, etc. Et je pense que c'est genre la meilleure éducation, genre lesbienne que tu peux avoir, cette émission, parce que chaque épisode, elles vont parler d'un truc, mais bref, elles parlent justement énormément du fait que dans la communauté lesbienne, y a ce truc de tu sors avec tes amis, tu sors avec une meuf, après ça devient ta meilleure amie et ensuite elle sort avec ton ex, etc. Et il y a un truc hyper ouvert en fait dans les échanges et hyper fluide dans la manière dont tu vas gérer les relations. Et je pense que c'est un truc qui est aussi lié justement au fait de se détacher. Il y a quelque chose de très hétérosexuel ou de rapport de tension et de pouvoir et de compétition que de ne plus aimer son ex, parce que c'est vraiment un truc de cette personne représente un potentiel danger pour mon couple ou quoi que ce soit, et c'est du coup nier genre une vision un peu plus saphique de l'amour, tu vois, où en fait l'amour est au centre et genre c'est ok et c'est fluide et tout. Après, moi, la vérité, c'est pas forcément du coup le vécu que j'ai eu, et je trouve ça facile à dire sur le papier, mais assez difficile quand tu le vis et qu'il se passe vraiment des trucs compliqués et t'as pas forcément envie en vrai de voir ta pote sortir avec genre ton mec, ta meuf, ton ex, tu vois ce que je veux dire, enfin voilà. Ouais, c'est sûr, mais après, je trouve que c'est difficile parce que tu pourrais avoir envie d'être amie avec ton ex, mais c'est sûr que t'as été éduqué constamment par des séries et des films qui montrent des ex qui en fait se retrouvent et qui tombent amoureux, et tu dis en fait j'ai pas du tout envie de ça, alors que enfin, c'est pas ce qui se passe, tu vois. Mais on est constamment éduqué par ce truc. Et même dans Sex and the City, en fait, quand elle va voir Big, ce qui va se passer plus tard, en fait, d'ailleurs, un peu dans la saison 3, c'est qu'il va se passer un truc. Et que tu comprends pourquoi Natacha aurait dû ne pas faire tant que ça la gentille. Ouais, grave, d'ailleurs, j'aimerais bien finir cet épisode en faisant un petit parallèle sur le point mode. Sur Natacha vs Carrie. Faut qu'on parle des looks de... C'est ça. Les looks de Carrie qui sont incroyables. Bref, ils sont dingues. Même au moment où elle les voit, en fait, à cette soirée, elle a une jupe magnifique, un bandeau, un chapeau de cow-boy. Et Carrie qui a des looks très excentriques. Toute la saison. Méga original, c'est très pointu, c'est méga coloré. Va être face à Natacha, alors Carrie, cheveux très bouclés et tout. Natacha, la clean girl, la Ralph Lauren girl. Parce que déjà, elle bosse chez Ralph Lauren. Et l'autre jour, je parlais à des potes, dont une pote styliste, qui disait c'est la meuf Ralph Lauren. Et j'étais, putain, en fait, c'est vrai qu'en plus de bosser chez la Ralph Lauren, cette meuf, c'est Ralph Lauren. C'est la meuf très propre, tout est clean, tout est nickel, c'est très classe. Oui. C'est assez distingué sans être non plus excentrique. C'est jamais un pas de travers. Ouais, c'est ça. C'est toujours la bonne tenue pour le bon contexte, tu sais. Exactement. Genre, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la saison, il y a Carrie, à un moment, elle l'a invitée à une soirée avec Big plus tôt, où elle, qui est en vrai très adaptée socialement, elle est en mode moi j'en peux plus des bourgeois commencer qui s'habillent que en beige, et elle est hyper colorée pendant cette soirée et on dirait une ado, elle a ses cheveux lissés, elle est genre archi canon et tout. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de Natacha par exemple, c'est celle tu vois, s'il pleut elle aura ses bottes de pluie, de la bonne couleur. Exactement. Et tout en propre et un peu de tradwife et tout, et genre en tout cas la manière dont il montre au travers les looks dans Sex and the City ces différences d'énergie entre ces femmes et comment le triangle Natacha Big et tout est montré juste via les sapes, je trouve ça exceptionnel. C'est exceptionnel, et en plus je trouve ça trop marrant parce que Big, du coup, quand il offre le pigeon à Carrie, ça se voit que c'est parce qu'il comprend pas trop. Il se dit bon, elle est assez originale, donc j'ai vu le pigeon, je lui ai offert, ça va lui plaire, elle le trouve trop bizarre. Et j'ai une petite anecdote personnelle et je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, Iris. Tu nous feras une photo, on mettra un montage. Ouais, je vous jure que c'est vrai. Et du coup, je l'ai super bien prise ce jour-là parce que du coup, je suis une fan inconditionnelle de Sex and the City et ma mère n'a pas vu la série. Et ma mère, pour mon anniversaire, déjà un mois avant, elle me dit bon, j'ai trouvé le cadeau pour toi. Voilà, j'ai trouvé il y a déjà quelques mois. En fait, je suis allée dans une boutique et je me suis dit bah c'est tout Salomé quoi et tout. Donc je me suis dit oh putain mais qu'est-ce que c'est et tout, oh là là et tout. Et en fait, le jour de l'anniversaire arrive et du coup, elle m'offre un sac pigeon. Je vous jure que c'est vrai. Ouais, c'est Il est là le pigeon, je l'ai. C'est archi vrai. Sauf que contrairement à celui de Carrie, elle le porte comme ça le pigeon. Moi c'est un sac c'est une petite, en bandoulière très long. Donc vraiment la bandoulière qui arrive au niveau là d'un pigeon.
mais genre vraiment, en mode genre... Avec qui est très des bizarre, sequins et tout. qui fait très peur et à la fois qui est très joli. Du coup, maintenant, j'utilise un élément de déco chez moi parce que je suis pas sortie avec. Mais c'est un très joli élément de déco. Mais je me suis dit, ma mère me l'a offert de la même manière dont Big l'a offert à Carrie. Mais du coup, j'étais un peu touchée. Je me suis dit, putain, ça se trouve, ma mère pense que je suis originale. Elle m'a offert le pigeon.